Après avoir signé les papiers du divorce que son mari milliardaire, Thomas Sterling, avait préparé avec l'aide de 3 avocats et d'un expert en contrats prénuptiaux, Amanda se retrouva dehors, bloquée dans la neige, lors de la nuit de décembre la plus froide depuis 15 ans. Pendant que Thomas se préparait à épouser sa maîtresse Rachel lors d'une cérémonie à l'aube déjà organisée avec un agent de célébrité, la neige tombait si épaisse qu'elle effaçait toute visibilité au-delà de 1,50 m, transformant le monde en un vide blanc où Amanda tremblait dans la robe de cocktail qu'elle portait pour ce qu'elle croyait être un dîner de réconciliation. Son ventre de 7 mois, le seul point de chaleur dans ce paysage glacé, tandis qu'elle observait l'ombre de son mari se déplacer derrière des fenêtres éclairées, célébrant son absence avec la femme qui allait la remplacer. Mais Thomas célébrait une illusion, portait un toast à une victoire qui n'existait pas. Car la femme au foyer dépendante dont il divorçait était en réalité une milliardaire secrète dans l'immobilier, dont l'empire immobilier s'étendait sur 12 pays et comprenait les immeubles de bureaux où son fonds spéculatif opérait, les appartements de luxe que ses clients achetaient comme investissement, et les développements commerciaux qui généraient les flux de revenus qu'il analysait dans ses rapports trimestriels sans jamais réaliser qu'il analysait son succès, pas ses propres compétences en investissement. Amanda avait hérité de sa première propriété à 16 ans d'un oncle reclus, avait passé ses années universitaires à étudier le droit immobilier et les stratégies d'investissement internationales, et avait construit son empire derrière un réseau de structures corporatives si complexes que des comptables judiciaires auraient eu besoin de plusieurs mois pour les retracer. Des mois que Thomas, dans son arrogance, n'avait jamais pris la peine d'investir, car dès leur deuxième rendez-vous, il avait décidé qu'elle était douce mais simple, quelqu'un qui avait besoin de sa sophistication et de ses conseils financiers pour naviguer dans le monde. Sa sœur Patricia avait renforcé ce récit pendant 7 ans, traitant Amanda comme un accessoire plutôt que comme une personne, faisant souvent des commentaires sur le fait qu'Amanda devrait être reconnaissante pour le style de vie que Thomas lui offrait, qu'elle devrait travailler plus dur pour entretenir son apparence pour un homme aussi réussi que Thomas, et que la famille craignait qu'Amanda ne soit pas intellectuellement stimulante pour quelqu'un du calibre de Thomas. Le mépris s'était cristallisé lors de la fête de Thanksgiving lorsque Patricia, jouant pour un public composé des associés d'affaires de Thomas et de leurs conjoints, se moqua du poids de grossesse d'Amanda, suggérant que le bébé était probablement un accident. Amanda réussit à verrouiller la richesse de Thomas et à l'empêcher physiquement d'accéder au buffet, tout en commentant que certaines personnes devraient réfléchir au contrôle des portions si elles voulaient garder leur mari intéressé. La réponse d'Amanda ne se fit pas avec des larmes ou des disputes. Elle impliqua le froid, l'activation d'un pouvoir dormant depuis 7 ans, attendant le moment où la révélation servirait mieux la justice que la dissimulation continue. Les entreprises dans lesquelles le fonds spéculatif de Thomas investissait opéraient depuis ses immeubles. Les banques qui finançaient ces opérations répondaient à des conseils d'administration où ses représentants détenaient des votes décisifs. Les médias qui louaient son sens financier appartenaient à des sociétés mères détenues en dernier ressort par des filiales qui lui appartenaient. Quand elle décida d'agir, la réputation de milliardaire de Thomas ne s'effondra pas. Elle s'évapora, révélée comme une fiction soigneusement entretenue qui n'existait que parce qu'elle avait choisi de ne pas la contredire. Un choix qu'elle révoqua avec une efficacité dévastatrice, le laissant définitivement sans domicile. Non par une faillite spectaculaire, mais par le retrait systématique des systèmes de soutien dont il ne réalisait pas qu'ils dépendaient, parce qu'ils avaient toujours été là, comme l'oxygène, invisibles jusqu'à leur disparition. Mais pourquoi Amanda avait-elle choisi de passer 7 ans mariée à un homme tout en cachant sa véritable identité et sa richesse? Quelle vérité dévastatrice sur Rachel Amanda découvrit-elle, qui fit du choix de Thomas d'épouser sa maîtresse la décision la plus catastrophique de sa vie? Et comment une femme passe-t-elle de frissons dans la neige pendant sa grossesse à orchestrer le sans-abrisme permanent d'un milliardaire sans jamais lui parler directement? Le chauffeur d'Uber qui avait pris Amanda au country club cette nuit de Thanksgiving raconta plus tard à la police qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi calme avec du vin tachant toute sa robe. Mais Amanda avait appris la maîtrise de soi de son oncle Gérald, le génie immobilier reclus qu'il avait élevé après que ses parents soient morts dans un accident de voiture quand elle avait 14 ans. Gérald possédait des propriétés dans 43 États quand le cancer l'emporta 2 ans plus tard. Mais il était invisible pour le monde des affaires, opérant à travers un enchevêtrement de structures corporatives si dense que Forbes n'avait jamais connu son nom, malgré une richesse dépassant celle de la plupart des personnes sur leur liste. Il avait appris à Amanda que le pouvoir chuchote tandis que la faiblesse crie, que le véritable contrôle consiste à ne jamais laisser personne voir les ficelles que vous tirez, et que le moment où quelqu'un vous sous-estime est le moment où vous avez déjà gagné, car il a cessé de surveiller votre prochain mouvement.
Elle avait tout hérité à 16 ans, non seulement des propriétés, mais toute la philosophie, le système complet de trust, LLC et holdings offshore qui rendait sa richesse pratiquement invisible à quiconque ne la recherchait pas avec des outils sophistiqués et du temps illimité. Thomas ne possédait ni les outils ni l'inclination, trop occupé à admirer son propre reflet dans la presse financière pour remarquer que la femme qui lui servait le café chaque matin possédait l'immeuble où se trouvaient les bureaux de Bloomberg, le parking où sa Bentley stationnait, et le restaurant exclusif où il lui avait fait sa demande 7 ans plus tôt sur un toit appartenant à une holding, elle-même appartenant à une autre holding, qui finalement, si l'on suivait la chaîne assez loin, lui appartenait à elle. Au moment où Thomas avait fait glisser ses papiers de divorce sur la table lors de ce que Amanda croyait être leur dîner d'anniversaire, elle avait senti quelque chose changer en elle. Pas le cœur brisé, car elle avait cessé de l'aimer vers la 4e année, lorsqu'il avait oublié son anniversaire pour la 3e fois consécutive tout en se souvenant d'envoyer un cadeau coûteux à sa secrétaire, mais plutôt une sorte de clarté. Comme le brouillard qui se lève et permet enfin de voir que le paysage que vous traversiez était un champ de bataille depuis le début. Elle signa les papiers sans argument, les mains stables malgré ses 7 mois de grossesse, car contester aurait révélé qu'elle se souciait de l'accord prénuptial qu'il croyait protéger sa richesse, et elle avait besoin qu'il croie sa victoire complète, pour qu'il ne voie pas ce qui allait arriver. Les agents de sécurité qui l'escortèrent étaient des professionnels d'une société qui, par coïncidence, opérait depuis un immeuble appartenant à l'une de ses filiales. Mais ni eux ni Thomas ne le savaient. Amanda se contenta de marcher jusqu'à la rue et d'appeler un véhicule, tandis que son mari célébrait à l'intérieur avec Rachel, la maîtresse qui lui envoyait des messages explicites depuis 18 mois. En utilisant un téléphone qu'Amanda surveillait depuis la 2e semaine de l'affaire, elle s'intéressait à Rachel, un cas fascinant d'ambition humaine confrontée à la stupidité humaine. Ancienne représentante pharmaceutique, Rachel avait décidé que séduire des hommes riches était plus rentable que de leur vendre des médicaments, et elle avait réussi à convaincre Thomas qu'elle l'aimait pour son esprit plutôt que pour son argent. Malgré l'historique de navigation de Rachel montrant des recherches sur la fortune de Thomas Sterling et sur la protection des biens dans le mariage, remontant à leur 3e rendez-vous, Amanda avait découvert l'existence de Rachel à l'ancienne. Thomas avait été négligent avec le mot de passe de son téléphone, utilisant leur anniversaire de mariage alors même qu'il avait oublié la date réelle. Mais Amanda avait enquêté sur le passé de Rachel avec des méthodes considérablement plus sophistiquées. Des détectives privés travaillant pour des sociétés qui, 3 couches corporatives plus bas, étaient employées par des entreprises qu'Amanda contrôlait, lui avaient fourni l'histoire complète de Rachel. 4 relations précédentes avec des hommes riches, dont 2 s'étaient terminées par des accords financiers après que Rachel eut menacé de révéler des informations privées, une avec une ordonnance restrictive qu'elle avait réussi à faire sceller, et une qui avait simplement disparu des archives, suggérant que de l'argent avait changé de main pour faire disparaître les problèmes. Thomas, dans son arrogance, n'avait pris aucune de ces précautions parce qu'il pensait avec des parties de son anatomie qui n'incluaient pas son cerveau. Et Patricia avait été tellement enthousiaste à propos de Rachel, la qualifiant de vibrante et excitante comparée à la présence ennuyeuse d'Amanda lors des dîners de famille, qu'il avait pris l'approbation de sa sœur comme une validation, au lieu de reconnaître qu'il s'agissait de la campagne continue de Patricia pour effacer Amanda du portrait familial. Patricia n'avait jamais aimé Amanda dès leur première rencontre au domaine des parents de Thomas dans les Hantons, où Amanda était arrivée dans une simple robe de grand magasin tandis que Patricia portait du designer de la tête aux pieds, s'assurant que tout le monde le sache. Patricia avait décidé en 5 minutes qu'Amanda était inférieure à leur famille, que Thomas se rabaissait en fréquentant quelqu'un sans richesse ou pédigré évident, et que la relation se terminerait dès que Thomas reviendrait à la raison et trouverait quelqu'un de leur propre classe sociale, qui comprendrait les obligations et attentes liées au mariage dans la famille Sterling. La fête de Thanksgiving où Patricia l'avait humiliée avait eu lieu dans le domaine de Patricia dans le Connecticut, une propriété vaste qu'elle aimait exhiber, malgré le fait détail qu'Amanda trouvait profondément amusant que le terrain appartenait techniquement à un fonds de conservation qui le louait à une société holding qui le sous-louait à la société familiale du mari de Patricia. Amanda avait acquis la participation majoritaire dans ce fonds de conservation 3 ans auparavant dans le cadre d'un achat plus large de portefeuille. Patricia ignorait qu'elle était essentiellement locataire dans sa propre maison, payant un loyer qui, à terme, transitait par différents canaux corporatifs pour revenir à Amanda. Et Amanda n'avait jamais jugé utile de le mentionner, car regarder Patricia se comporter en supériorité sans connaître sa véritable position dans la structure de pouvoir était en soi une forme de divertissement.
Mais ce divertissement avait cessé d'être amusant lorsque Patricia avait réuni un public de 50 personnes dans le salon principal et mis en scène son humiliation théâtrale. Cela avait commencé par des commentaires sur l'éclat de grossesse d'Amanda, clairement codés comme des insultes sur la prise de poids, puis avait progressé avec des blagues sur la façon dont certaines personnes utilisaient la grossesse pour piéger des hommes riches parce qu'elles ne pouvaient pas rivaliser seules, pour enfin culminer avec l'incident du buffet, où Patricia avait physiquement bloqué Amanda, tout en suggérant que le contrôle des portions pourrait l'aider à garder son mari, même si tout le monde dans la pièce savait que Thomas avait déjà déposé le divorce. Le vin que Patricia avait renversé sur la robe d'Amanda était un Château Margaux 1982, d'une valeur d'environ $4000 la bouteille. Et Patricia avait fait semblant de renverser accidentellement toute la bouteille sur la robe de maternité blanche d'Amanda, tout en s'excusant sur un ton qui montrait clairement que l'accident était intentionnel et que les excuses faisaient partie de la performance. La salle avait ri. Pas tout le monde, mais suffisamment pour que le son résonne sous les hauts plafonds et les lustres en cristal. Amanda était restée là, le vin dégoulinant de ses cheveux et de sa robe, son ventre de grossesse étant une cible évidente que Patricia avait délibérément visée. Elle avait souri, s'était excusée et était sortie sans dire un mot, car à ce moment-là, les mots auraient été inutiles face à des gens qui avaient déjà décidé qu'elle méritait leur mépris. L'Uber l'avait conduite à l'hôtel Waldorf Festory, parce qu'Amanda appréciait l'ironie, et elle possédait aussi cet immeuble. Elle s'y était douchée, changée en vêtements confortables, assise sur le lit avec son ordinateur portable, et avait commencé à passer des appels aux personnes qui attendaient depuis des années pour les recevoir. Des appels qui allaient déclencher des événements que Thomas ne pouvait absolument pas anticiper, car il n'avait jamais pris la peine de connaître la véritable identité de sa femme. Le premier appel qu'Amanda passa fut à Leonard Chen, directeur général de Blackstone Real Estate Holdings, un homme qui avait été son partenaire silencieux dans 17 acquisitions majeures au cours de la dernière décennie et qui devait sa position actuelle à une recommandation qu'Amanda avait faite au conseil d'administration lors d'une restructuration qui aurait autrement éliminé toute sa division. Léonard répondit à la deuxième sonnerie malgré l'heure tardive, sa voix passant de décontractée à concentrée dès qu'il perçut son ton. Car au cours de toutes leurs années de collaboration, Amanda n'avait utilisé ce ton particulier que 3 fois, et à chaque fois, il avait précédé des mouvements qui avaient remodelé des marchés entiers de manière que les analystes tentaient encore de comprendre. Elle n'expliqua pas le contexte personnel, ne mentionna pas la robe trempée de vin accrochée dans la salle de bain de l'hôtel ni les papiers du divorce dans son sac. Elle donna juste une liste de propriétés et les noms des sociétés écrans qui en étaient propriétaires sur le papier, et lui demanda de commencer le processus de révision des baux et des contrats de locataires, en portant une attention particulière aux clauses de renouvellement et aux conditions de résiliation. Léonard était assez intelligent pour comprendre ce qui n'était pas dit, assez professionnel pour ne pas poser de questions qui ne le concernaient pas, et assez loyal pour commencer à envoyer des rapports préliminaires en 2 heures. Des documents qui confirmaient ce qu'Amanda savait déjà, mais qui nécessitaient une validation officielle avant qu'elle puisse passer à la phase suivante. Les propriétés en question incluaient le complexe de bureaux où Sterling Capital Management, le fonds spéculatif de Thomas, opérait depuis 8 ans, occupant tout le 14 étage d'un immeuble dans le quartier financier de Manhattan que Thomas croyait louer à une société appelée Meridian Holdings, LLC, sans jamais savoir que Meridian appartenait à un trust des îles Caïmans contrôlé par une société du Delaware qui, en fin de compte, répondait à Amanda à travers des couches si complexes qu'eux-mêmes. L'IRS aurait besoin de plusieurs mois pour les tracer complètement. Le deuxième appel fut pour Margaret Rothstein, l'avocate qui avait géré toutes les structures légales d'Amanda depuis qu'elle avait 18 ans et qui avait été l'avocate de Gérald avant cela. Une femme dans la soixantaine, qui avait fait carrière en représentant des clients qui valorisaient l'invisibilité plutôt que la publicité, et qui comprenait que le travail juridique le plus puissant se faisait dans des documents que personne ne voyait, plutôt que dans des tribunaux que tout le monde regardait. Margaret avait rédigé chaque formation de LLC, chaque contrat de trust, chaque dépôt corporate qui constituait l'empire d'Amanda, avec la précision de quelqu'un qui comprenait que dans le monde de la finance de haut niveau, les traces papier étaient nécessaires pour la légitimité mais dangereuses pour la confidentialité, nécessitant une construction soigneuse pour satisfaire les régulateurs tout en ne révélant rien aux concurrents ou ennemis. Amanda expliqua ce dont elle avait besoin. Un examen complet de toutes les relations d'affaires de Thomas Sterling, de tous les accords de prêt signés par son fonds, de tous les contrats avec les fournisseurs sur lesquels son entreprise comptait, de toutes les relations avec les médias qui soutenaient sa réputation. Et Margaret comprit immédiatement qu'il s'agissait de démanteler plutôt que de construire,
de trouver des points de pression plutôt que de les éviter. La voix de Margaret portait une nuance qui pouvait être de la satisfaction ou simplement de l'intérêt professionnel lorsqu'elle annonça qu'elle aurait des résultats préliminaires sous 48 heures. Amanda sut, dès ce ton, que Margaret n'avait jamais particulièrement apprécié la manière dont Thomas l'avait traité lors des quelques fois où ils s'étaient rencontrés, lorsqu'il avait été poliment condescendant, comme les hommes riches savent souvent l'être avec des prestataires qu'ils considèrent en dessous de leur attention, ne réalisant pas que Margaret contrôlait des structures légales valant plus que le PIB de nombreux pays et pouvait détruire des carrières avec des modifications stratégiques de documents, si jamais elle en avait la motivation. Le troisième appel fut le plus personnel, passé à Jessica Wu, sa meilleure amie de l'université et la seule personne en dehors de son cercle professionnel à connaître l'étendue réelle de la richesse d'Amanda. La seule personne à qui Amanda avait fait confiance pour révéler la vérité pendant ces années où garder des secrets, même avec son mari, avait parfois été comme porter un masque si longtemps qu'il devenait son vrai visage. Jessica fut furieuse lorsqu'Amanda l'appela depuis l'hôtel. Pas contre Amanda, mais contre Thomas, Patricia et tous ceux qui avaient participé à cette humiliation, sa voix montant à des niveaux qui firent qu'Amanda dut éloigner le téléphone de son oreille, tandis que Jessica enchaînait des descriptions de plus en plus créatives de ce que Thomas méritait et de ce que Patricia devrait subir. Mais la colère de Jessica, contrairement à la cruauté de Patricia, venait de l'amour plutôt que du mépris. Cette année a regardé Amanda se subjuguer à un homme qui ne méritait pas sa patience. Et quand Jessica se calma enfin assez pour écouter, elle posa la question qu'Amanda attendait. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» La réponse d'Amanda fut simple et complète. « Tout. » Jessica se tut un instant, comprenant le poids de ce mot unique, connaissant Amanda suffisamment pour reconnaître que lorsqu'elle s'engageait dans une action, c'était total et irréversible. Puis elle annonça qu'elle prendrait le premier vol depuis San Francisco le lendemain matin, car peu importe ce dont Amanda avait besoin, peu importe comment les choses se dérouleraient, elle ne la laisserait pas affronter cela seule, même si toutes deux savaient qu'Amanda était parfaitement capable d'exécuter ses plans sans aide. Mais cette amitié signifiait qu'elle serait présente malgré tout. Les appels 4 à 7 furent passés aux membres des conseils d'administration de diverses sociétés. Des conversations soigneusement structurées pour ne jamais déclarer explicitement ce qui se passait, mais pour semer des graines qui deviendraient exactement les conclusions qu'Amanda voulait qu'ils atteignent par eux-mêmes. La gouvernance d'entreprise était une danse fascinante de suggestions et d'inférences où les ordres directs étaient moins efficaces que des questions habilement formulées, conduisant des personnes intelligentes à croire qu'elles atteignaient des conclusions importantes par leur propre analyse plutôt que sous pression externe. Amanda interrogea sur les conditions du marché et les environnements réglementaires, sur les examens stratégiques des relations avec les fournisseurs et l'efficacité des structures opérationnelles actuelles, sur la prudence de reconsidérer certains partenariats face aux dynamiques changeantes du marché. Et chaque personne avec laquelle elle parla comprit, sans qu'Amanda ait à le dire directement, que des changements allaient survenir et que se positionner correctement maintenant serait rappelé favorablement lorsque la poussière retomberait. Elle ne mentionna jamais Thomas par son nom, ne fit jamais référence à Sterling Capital Management, parlant seulement dans le langage abstrait de la stratégie d'entreprise que tous dans ces postes comprenaient comme pouvant signifier tout ou rien selon ce qui se passerait ensuite, créant une dénégation plausible pour tous, tout en s'assurant qu'ils prendraient la décision qu'elle voulait au moment venu. À 3 heures du matin, Amanda avait passé 14 appels au total, envoyé 37 emails et examiné 62 pages de contrats et accords que l'équipe de Margaret avait déjà commencé à compiler, travaillant à une vitesse reflétant à la fois leurs compétences professionnelles et leur compréhension que ce projet avait une priorité exceptionnelle. Elle avait commandé le service en chambre à minuit. Un club sandwich et de l'eau pétillante, car le bébé avait besoin de nutrition, même si l'appétit d'Amanda avait disparu. À peu près au moment où Patricia lui avait versé du vin sur la robe, Amanda avait mangé mécaniquement tout en lisant des états financiers et des documents d'entreprise, son esprit organisant l'information en structure et modèles révélant l'architecture de la vie professionnelle de Thomas de manière qu'il n'avait jamais vue, trop proche de son propre récit de succès pour reconnaître combien de sa fondation reposait sur une infrastructure qu'il ne contrôlait pas. L'ironie en était presque belle. Thomas avait passé tout leur mariage à donner des leçons à Amanda sur la littératie financière et la stratégie d'investissement, expliquant des concepts avec la condescendance patiente de quelqu'un qui enseigne l'arithmétique de base à un enfant, sans jamais réaliser qu'elle comprenait ces concepts mieux que lui, car elle les mettait en pratique à grande échelle depuis avant leur rencontre. Elle avait assisté à d'innombrables dîners où il expliquait la dynamique du marché et la théorie du portefeuille, hochant la tête et posant de simples questions qui le faisaient se sentir intelligent et nécessaire.
Des questions calibrées pour renforcer sa croyance en sa dépendance intellectuelle tout en sondant sa manière de penser le risque et les opportunités, afin qu'elle sache exactement où se trouvaient ses angles morts. Le souvenir qui revenait constamment alors qu'Amanda travaillait dans ses heures du matin était celui de leur deuxième rendez-vous, le dîner où Thomas avait décidé qu'elle était douce mais simple. Une conclusion qu'il avait tirée parce qu'Amanda s'était délibérément présentée ainsi, jouant un rôle appris de Gérald, qui disait toujours que le meilleur camouflage était de répondre aux attentes des gens au point qu'ils cessent de chercher plus loin. Elle portait une robe de Target, avait suggéré un restaurant italien moyen plutôt que le steakhouse coûteux proposé par Thomas, avait parlé de son travail administratif dans une association caritative avec un enthousiasme sincère, sans mentionner qu'elle siégeait également au conseil d'administration sous un autre nom, ni que l'immeuble abritant leur bureau lui appartenait via 3 couches corporatives. Thomas avait interprété sa modestie comme une limitation plutôt qu'une stratégie, concluant que sa présentation simple reflétait des pensées simples plutôt qu'un camouflage sophistiqué, et avait décidé ce soir-là qu'il serait son guide dans son monde de richesse et de sophistication, sans imaginer qu'elle opérait déjà dans des stratosphères bien au-dessus de sa portée tout en volant délibérément sous son radar. Cette incompréhension fondamentale avait défini toute leur relation. Avec Thomas expliquant constamment et Amanda apprenant constamment ce qu'il révélait de lui-même à travers sa condescendance, des informations plus précieuses que tout ce qu'il pensait réellement lui enseigner. La cérémonie de l'aube où Thomas épousa Rachel eut lieu exactement à 6h15. Officié par un pasteur célèbre spécialisé dans les mariages pour riches qui voulait légitimité spirituelle sans inconvénient spirituel, quelqu'un qui posait un minimum de questions et apportait un maximum de valeur théâtrale pour les honoraires premium qu'il demandait. Amanda connaissait l'heure exacte, car elle surveillait le calendrier de Thomas via le compte cloud partagé dont il n'avait jamais pris la peine de la retirer. Une négligence révélatrice de la faible réflexion qu'il avait portée sur la logistique du divorce avec quelqu'un à qui il avait été marié pendant 7 ans, supposant que signer des papiers et changer les serrures suffisait à rompre tous les liens, sans réaliser que la vie moderne créait des fils numériques qui persistaient bien après la séparation physique. Elle observait depuis sa chambre d'hôtel les publications sur les réseaux sociaux commençant à apparaître de la part des invités que Thomas avait invités pour témoigner de son nouveau départ. Des photographies de lui et de Rachel échangeant leurs vœux dans la bibliothèque de ce qui avait été leur maison. Rachel portait une robe blanche coûtant plus cher que la voiture de la plupart des gens, et Thomas affichait l'expression de quelqu'un qui croyait avoir échangé avec succès la déception contre l'excitation, la perte contre le gain, l'obligation contre la passion. Patricia avait largement partagé ses photos avec des légendes célébrant le nouveau départ de son frère et son courage à poursuivre un bonheur authentique, un langage qui présentait l'abandon d'une femme enceinte comme un développement personnel plutôt que comme de la cruauté, recadrant l'égoïsme en accomplissement de soi, comme les gens le faisaient souvent lorsqu'ils voulaient se sentir bien en soutenant un comportement moralement discutable. Amanda n'avait ressenti aucune émotion en voyant apparaître ces publications, si ce n'est un intérêt clinique distant, à la manière d'un scientifique observant des bactéries se développer dans une boîte de pétri, notant les motifs et les vitesses de croissance sans aucun investissement émotionnel dans le résultat, car celui-ci était déjà déterminé par des variables que les bactéries ne pouvaient percevoir ni contrôler. Elle avait fermé son ordinateur portable à 6h30, ayant vu suffisamment pour confirmer que la célébration de Thomas était complète et que toute son attention était entièrement concentrée sur son nouveau mariage, ce qui signifiait qu'il ne surveillait ni menaces ni intérêt professionnel avec la vigilance qu'il aurait eu s'il avait suspecté quoi que ce soit de mauvais. C'était la fenêtre qu'elle attendait, le moment où sa garde était complètement baissée, parce qu'il croyait que la bataille était terminée et qu'il avait gagné, ne comprenant pas que ce qu'il pensait être la fin n'était en réalité que le commencement de quelque chose pour lequel il n'avait pas su se préparer. Elle avait pris une douche, enfilé des vêtements confortables adaptés à une journée de réunion, et commandé le petit déjeuner tout en examinant les rapports qui continuaient à arriver toute la nuit, provenant de l'équipe de Margaret et des analystes de Léonard. Des documents dressant un tableau complet de l'interconnexion exacte du succès de Thomas avec des infrastructures qu'il ne possédait pas, des relations qu'il ne contrôlait pas et de la bonne volonté qu'il n'avait pas méritée, mais simplement empruntée à des systèmes qui avaient toujours été là, le soutenant comme des échafaudages invisibles. La réunion qu'Amanda avait programmée à 8h ce matin-là était avec David Park, PDG de Titanium Property Group, l'une des plus grandes sociétés de gestion immobilière commerciale en Amérique du Nord, et une entreprise qui gérait 17 des immeubles appartenant à Amanda rien qu'à Manhattan, y compris celui qui abritait Sterling Capital Management. David s'attendait à une revue trimestrielle de routine lorsque son assistante avait confirmé la réunion. Mais son expression changea immédiatement lorsqu'Amanda entra dans son bureau et referma la porte derrière elle,
car Amanda n'avait jamais demandé de réunion en personne auparavant, ayant toujours conduit leurs affaires par communication numérique et appel occasionnel, maintenant la distance professionnelle appropriée pour une relation client-manager transactionnelle. Elle alla droit au but, expliquant qu'elle devait examiner le bail des bureaux de Sterling Capital Management, en portant une attention particulière aux clauses de résiliation anticipée, aux options de renouvellement et à toute disposition permettant une sortie accélérée dans des circonstances spécifiques. David, à son crédit, ne posa pas de questions sur le pourquoi, il sortit simplement les contrats pertinents et les passa en revue section par section, son doigt suivant les lignes de langage juridique qui confirmaient ce qu'Amanda avait soupçonné. Le bail que Thomas avait signé 3 ans auparavant contenait une clause permettant la résiliation avec un préavis de 30 jours en cas de changement de propriétaire ou si l'entreprise du locataire subissait une restructuration significative pouvant affecter sa capacité à honorer ses obligations financières. Un langage standard que les avocats de Thomas avaient accepté, n'ayant jamais imaginé qu'aucune de ces circonstances ne se produirait. Amanda demanda à David de préparer un avis formel de révision du bail basé sur une restructuration anticipée de la propriété, un langage délibérément vague pour rester défendable légalement tout en étant suffisamment précis pour déclencher les clauses pertinentes. David hocha la tête, prit des notes et promit d'avoir les documents prêts à la fin de la journée, son professionnalisme l'empêchant de poser des questions. Son expression suggérait qu'il réfléchissait. Amanda le remercia et se dirigea vers sa prochaine réunion. Cette fois avec Robert Chen, qui gérait le parking où Thomas gardait sa Bentley, et qui fut surpris de recevoir l'appel d'Amanda demandant une réunion pour le petit déjeuner, mais accepta, car les clients possédant l'ensemble d'un parking plutôt que des places individuelles recevaient généralement un traitement immédiat, peu importe la singularité de leur demande. Robert fut encore plus surpris lorsqu'Amanda expliqua qu'elle devait examiner les conditions selon lesquelles les places de parking premium étaient attribuées aux titulaires de contrats à long terme, notamment si ces contrats comportaient des clauses de résiliation en cas de changement de méthode de paiement ou de situation financière affectant leur solvabilité. Robert confirma que de telles dispositions existaient et que la gestion du parking maintenait le droit de réévaluer les contrats annuellement ou lors de changements financiers significatifs, une pratique standard dans une industrie où les voitures de luxe et le stationnement cher attiraient souvent des clients dont la situation financière était plus fragile que leurs achats de luxe ne le laissaient croire. Le schéma se poursuivit au cours de cette autre réunion ce jour-là. Chacune constituait une pièce d'un puzzle plus vaste qu'Amanda assemblait avec la précision de quelqu'un qui avait étudié pendant des années la construction de la vie professionnelle de Thomas et l'endroit où se cachaient ses vulnérabilités. Elle rencontra le responsable du restaurant exclusif où Thomas recevait ses clients, apprenant que les adhésions aux salles privées pouvaient être révoquées si les membres adoptaient un comportement portant atteinte à la réputation de l'établissement, une clause suffisamment large pour englober presque tout ce que les propriétaires souhaitaient. Elle rencontra le cadre du concessionnaire de voitures de luxe où Thomas avait financé sa Bentley, découvrant que le contrat de financement incluait des dispositions de remboursement anticipé si le revenu ou le statut professionnel du client changeait significativement, protégeant le concessionnaire contre des clients dont la richesse apparente s'avérait empruntée plutôt que possédée. Elle rencontra le directeur du country club où Thomas jouait au golf et organisait des événements professionnels, confirmant que l'adhésion était conditionnelle au maintien d'une bonne réputation dans la communauté, et que le conseil du club pouvait révoquer des adhésions si les membres étaient associés à un scandale ou une controverse pouvant nuire à l'image du club, un langage conçu pour protéger la marque exclusive du club. Chaque réunion dura entre 20 et 45 minutes, professionnelle et centrée sur des questions administratives apparemment routinières, ne révélant leur véritable objectif que lorsqu'elles étaient vues collectivement dans le cadre d'une stratégie coordonnée. Et aucune des personnes rencontrées par Amanda ne comprit pleinement ce à quoi elle contribuait. Car Amanda avait soigneusement formulé ces questions comme des demandes générales sur les politiques et procédures plutôt que comme des enquêtes spécifiques sur des individus. C'était la sagesse de Gérald qui se manifestait à travers ses actions. Ne jamais montrer toutes ses cartes, ne jamais expliquer plus que nécessaire, ne jamais laisser quiconque voir le tableau complet, car le moment où il comprendrait ce que vous construisiez, il pourrait choisir de prévenir la cible ou de se distancier de toute controverse potentielle. Mais s'il ne voyait que leurs pièces individuelles, il coopérerait pleinement, car la coopération semblait normale et anodine. À 17 heures, Amanda avait rencontré 14 personnes différentes contrôlant 14 aspects différents de la vie quotidienne et professionnelle de Thomas. Et chacune avait confirmé que les systèmes sur lesquels Thomas comptait sans y penser, l'espace de bureau, le parking, les adhésions au restaurant, l'accès au club, le financement des voitures, les relations avec les fournisseurs contenaient des dispositions qui pouvaient être activées dans des circonstances qu'Amanda était désormais en position de créer.
La dernière réunion de la journée eut lieu à l'hôtel avec Jessica, arrivée sur un vol de midi, ayant passé l'après-midi à coordonner avec l'assistante d'Amanda la compilation de recherches supplémentaires sur le passé de Rachel, informations beaucoup plus profondes que celles fournies initialement par les détectives privés, car Jessica avait accès à des bases de données et réseaux spécifiquement conçus pour des situations où les outils d'enquête standards ne suffisaient pas. Ce que Jessica découvrit fut à la fois prévisible et choquant. Rachel n'était pas seulement une séductrice en série d'hommes riches. Elle faisait actuellement l'objet d'une enquête du FBI pour fraude sur les valeurs mobilières, liée à sa précédente relation avec un gestionnaire de fonds spéculatifs à Boston, une affaire qui avançait discrètement devant un grand jury sans divulgation publique, car les procureurs étaient encore en train de constituer leur dossier et ne voulaient pas alerter d'éventuels complices. Apparemment, Rachel avait convaincu son ancien petit ami de partager des informations privilégiées sur des fusions et acquisitions à venir, avait spéculé sur ces informations via des comptes au nom de sa mère, et avait ainsi gagné environ 7 millions de dollars avant que la SEC ne remarque les transactions suspectes et alerte les procureurs fédéraux. L'enquête durait depuis 8 mois, ce qui signifiait qu'elle avait commencé avant même que Rachel ne rencontre Thomas, laissant penser que sa relation avec lui pouvait avoir été motivée en partie par le besoin d'établir des connexions dans le secteur financier pouvant l'aider si l'enquête devenait publique, ou simplement par le désir de sécuriser un nouveau partenaire riche avant que ses ennuis judiciaires ne la rendent toxique dans les cercles où elle évoluait. Amanda écouta le rapport de Jessica avec le même détachement clinique qu'elle avait maintenu toute la journée, absorbant les informations sans réaction émotionnelle, car à ce stade, les émotions auraient été contre-productives pour une pensée claire. Ce dont la situation nécessitait, c'était une clarté absolue sur ce qui était vrai par rapport à ce qu'il était commode de croire. Thomas avait épousé une femme faisant l'objet d'une enquête fédérale pour fraude sur les valeurs mobilières, l'avait intégrée dans sa maison, sa vie et ses réseaux professionnels, sans apparemment effectuer la moindre vérification sérieuse, et avait fait tout cela tout en divorçant de sa femme enceinte et en la laissant dehors dans la neige. Une succession de décisions d'une stupidité catastrophique qui fit presque ressentir de la gêne à Amanda, sauf que la gêne supposait de se soucier de son sort, et elle était passée au-delà de ce stade, dans celui de la simple mise en œuvre des conséquences. La question n'était pas de savoir si Thomas méritait ce qui allait arriver, il le méritait assurément, mais plutôt comment s'assurer que ce qui allait arriver soit suffisamment complet pour qu'il ne puisse jamais reconstruire sa vie en utilisant les mêmes schémas d'arrogance et de cruauté qui avaient rendu ce moment inévitable. Et cela nécessitait de détruire non seulement sa position actuelle, mais aussi sa capacité à occuper des postes similaires à l'avenir, ce qui voulait dire attaquer non seulement sa richesse, mais sa réputation. Non seulement son entreprise, mais sa crédibilité. Non seulement son présent, mais son futur. La confrontation de Thanksgiving qui avait tout déclenché avait eu lieu un jeudi, et dès le mardi suivant au matin, le monde de Thomas Sterling avait commencé à s'effondrer d'une manière qu'il ne reconnaissait pas encore, car les premières secousses étaient assez faibles pour être écartées comme des désagréments purement fortuits plutôt que comme une attaque coordonnée. Le premier signe apparut à 9h15 lorsque son assistante, Maria, frappa à la porte de son bureau avec une expression mêlant confusion et inquiétude, tenant une lettre arrivée par coursier de Meridian Holdings LLC, informant Sterling Capital Management que, en raison d'une restructuration anticipée de la propriété, leur bail était soumis à révision conformément à la section 14.7 du contrat de location commerciale standard, et qu'un représentant les contacterait dans les 30 jours pour discuter des termes de renouvellement ou des arrangements de transition. Thomas jeta à peine un coup d'œil à la lettre avant de la balancer sur son bureau et de dire à Maria de laisser leur avocat immobilier s'en occuper, supposant qu'il s'agissait d'une banalité administrative que les avocats géraient, tandis qu'il se concentrait sur des affaires réellement importantes comme la fusion qu'il négociait pour un client et qui rapporterait à son entreprise des honoraires de conseil à 7 chiffres. Il avait passé les 3 jours précédents en lune de miel avec Rachel dans un resort à Saint-Har, publiant des photos de dîner au coucher du soleil et de promenades sur la plage, qui avait généré des centaines de likes de la part d'abonnés ne sachant pas pour son divorce ou s'en moquant, car les réseaux sociaux récompensent les belles images indépendamment de l'éthique. Il était retourné travailler ce matin-là, se sentant rafraîchi et validé dans sa décision de prioriser son propre bonheur plutôt que les obligations d'un mariage qui ne le satisfaisait plus depuis des années, quand Amanda était devenue plus concentrée sur sa grossesse que sur l'entretien de son apparence et le rôle de femme qui valorise plutôt que diminue la position sociale de son mari. Le deuxième signe survint à 11h30, lorsque le country club où Thomas était membre l'appela pour l'informer que son compte était soumis à un contrôle administratif en raison de changements récents dans ses circonstances personnelles, et que si son adhésion restait active pendant cette période, ses privilèges de paiement avaient été temporairement suspendus jusqu'à la fin de l'examen,
ce qui prendrait environ 30 à 45 jours selon le calendrier des réunions du conseil. Thomas fut agacé plutôt qu'alarmé, appela directement le directeur du club pour demander ce que signifiaient ces « changements de circonstances personnelles ». Et on lui répondit dans un langage professionnellement vague que le club devait simplement vérifier que tous les membres continuaient de remplir les conditions prévues dans les statuts d'adhésion, notamment concernant la réputation dans la communauté et la stabilité financière. Thomas fit valoir que sa situation financière était excellente et sa réputation impeccable, qu'il venait de conclure une transaction majeure et avait été mis en avant dans un article de Forbes sur les étoiles montantes de la gestion de fonds spéculatifs. Mais le directeur du club resta poliment inflexible, expliquant que l'examen était une procédure standard et serait réalisé le plus rapidement possible, mais que la politique du club empêchait toute exception à la suspension temporaire des privilèges pendant les examens en cours. Thomas raccrocha, frustré mais pas encore suspicieux, catégorisant cela comme une inefficacité bureaucratique plutôt que comme une attaque ciblée, n'imaginant jamais que le conseil du club avait reçu ce matin-là un conseil anonyme suggérant qu'il vérifie l'adhésion d'une personne potentiellement associée à des individus faisant l'objet d'une enquête fédérale, un langage soigneusement conçu pour susciter l'alarme sans faire d'accusation spécifique susceptible d'être contestée légalement. Les 3e et 4e signes apparurent presque simultanément juste après le déjeuner, lorsque le concessionnaire de Thomas l'appela pour l'informer que le financement de sa Bentley était réexaminé pour d'éventuelles exigences de remboursement anticipées en raison de modifications dans son statut d'emploi pouvant affecter ses projections de revenus. Et lorsque son assistante l'informa que la salle privée qu'il avait réservée pour un dîner client ce soir-là dans son restaurant préféré avait été annulée avec excuse, mais sans autre explication que des conflits d'agenda, malgré la réservation confirmée seulement 2 jours plus tôt, Thomas commença à ressentir les premiers frissons de quelque chose au-delà de l'agacement, un pressentiment que ces incidents apparemment non liés pourraient en réalité être connectés d'une manière qu'il ne comprenait pas. Mais il écarte ce sentiment comme de la paranoïa, qui coordonnerait des actions contre lui. Et pourquoi se donner la peine de tels désagréments administratifs alors que quiconque voudrait vraiment lui nuire s'attaquerait directement à ses affaires ? Il passa 20 minutes à argumenter avec le responsable financier du concessionnaire sur l'absurdité de réexaminer un prêt pour quelqu'un dont le revenu avait augmenté et non diminué, faisant remarquer que sa récente transaction avait en fait amélioré considérablement sa situation financière. Mais le responsable financier resta ferme. L'examen était requis par la politique de prêt et se poursuivrait malgré les objections de Thomas, et en attendant, sa mensualité était augmentée de 40% par mesure de précaution jusqu'à ce que l'examen confirme sa solvabilité. Patricia appela à 15 heures, la voix tendue par une émotion que Thomas ne parvint pas à identifier immédiatement avant de réaliser qu'il s'agissait de la peur, expliquant qu'elle avait reçu une lettre de quelque chose appelé Greenfield Conservation Trust l'informant que les conditions de location de son domaine du Connecticut étaient modifiées pour refléter les nouvelles évaluations du marché et que son paiement annuel de loyer augmenterait de 3 cents % à partir du trimestre suivant. Thomas était confus parce que Patricia avait toujours dit à tout le monde qu'elle possédait son domaine en propre, l'avait hérité du côté maternel de la famille, et Patricia avait admis d'une voix mêlant embarras et panique que la propriété était en réalité détenue en fiducie, avec sa société familiale comme mandataire, un arrangement qui avait semblé avantageux des années auparavant pour des raisons fiscales, mais qui apparaissait maintenant comme une vulnérabilité qu'elle n'avait pas anticipée. Thomas lui avait dit de laisser ses avocats gérer la situation, que les fonds de conservation ne pouvaient pas simplement tripler le loyer de manière arbitraire sans justification. Mais Patricia avait déjà consulté ses avocats, qui lui avaient confirmé que le fonds pouvait absolument ajuster les conditions en fonction des évaluations du marché, tant qu'un préavis de 90 jours était fourni, ce que la lettre respectait, et que contester l'augmentation coûterait probablement plus en frais juridiques que de simplement payer l'augmentation ou de déménager dans une autre propriété. Patricia avait demandé à Thomas si, selon lui, cela pouvait être lié à Amanda, si Amanda pouvait avoir des liens avec le fonds de conservation. Thomas avait ri, vraiment amusé par la suggestion, car Amanda n'avait aucune connexion avec quoi que ce soit de sophistiqué ou de puissant. C'était juste une femme simple, douée pour faire semblant d'être satisfaite d'une vie qu'elle n'avait jamais été qualifiée pour mener. L'idée qu'elle puisse coordonner des actions commerciales d'une telle complexité était suffisamment absurde pour être écartée sans autre considération. Mais à 17 heures, lorsque la banque principale de Thomas appela pour l'informer que sa ligne de crédit commercial était réexaminée pour un éventuel remodelage en raison de préoccupations sur la stabilité opérationnelle de son entreprise,
Et lorsque son plus gros client appela pour dire qu'ils avaient reçu une enquête préoccupante d'une société de recherche en investissement posant des questions sur les procédures de conformité et l'historique réglementaire de Sterling Capital Management, Thomas dépassa le stade du déni et entra dans les premiers stades d'une véritable alarme. Il exigea de savoir quelle société de recherche et quelles questions spécifiques. Mais son client resta vague, disant seulement que l'enquête était passée par des canaux suggérant un intérêt institutionnel sérieux plutôt qu'une simple curiosité, et que bien qu'il ait personnellement une confiance totale dans l'intégrité de Thomas, son propre conseil d'administration exigeait qu'il effectue une diligence supplémentaire avant de procéder au nouveau mandat d'investissement qu'ils étaient sur le point d'attribuer à Sterling Capital Management. Thomas passa les 2 heures suivantes à passer des appels pour déterminer ce qui se passait, qui posait des questions sur son entreprise et pourquoi, mais chaque conversation menait à des impasses ou à des références vagues à des examens de routine et des procédures standards qui n'expliquaient rien tout en confirmant que quelque chose d'inhabituel se produisait définitivement dans plusieurs aspects de son activité simultanément. Rachel avait remarqué son agitation pendant le dîner ce soir-là, lui demandant ce qui n'allait pas avec cette expression de préoccupation qui ne parvenait jamais vraiment à ses yeux, et Thomas avait expliqué qu'il faisait face à des complications professionnelles inhabituelles qui étaient probablement sans importance, mais qui monopolisaient son attention au point de le rendre moins présent qu'il ne le souhaitait. Lors de leur première semaine de mariage, Rachel avait été compatissante de manière performative. Elle compatissait à tout, prononçant les mots justes avec le ton approprié, tout en pensant clairement à autre chose. Thomas avait ressenti une pointe d'irritation qu'il avait réprimée parce qu'il venait de quitter une épouse qui ne le comprenait pas. Et il avait besoin que sa nouvelle épouse soit tout ce qu'Amanda n'avait pas été, même si cela signifiait fermer les yeux sur le fait que l'intérêt de Rachel pour ses problèmes était beaucoup moins authentique que son intérêt pour le style de vie que sa richesse lui offrait. Il s'était couché tôt, Rachel prétendant être épuisée par le voyage et l'adaptation à la vie de mariée, et Thomas était resté éveillé à faire défiler ses emails, essayant de trouver des motifs dans ce qui se passait. Une explication qui aurait donné un sens à la raison pour laquelle plusieurs entités apparemment non liées avaient soudainement décidé de revoir ou de modifier leur relation avec lui au cours de la même semaine, à moins qu'elles ne soient pas du tout indépendantes, mais reliées d'une manière ou d'une autre par des réseaux. Il ne comprenait pas. Réagir à des influences qu'il ne pouvait pas identifier. Le cauchemar qui réveilla Thomas à 3 heures du matin concernait Amanda, debout dans la neige qui tombait vers le haut au lieu de descendre, son ventre de femme enceinte brillant d'une lumière intérieure tandis que des immeubles s'effondraient autour d'eux. Il s'assit en haletant, certain que quoi qu'il se passe était lié à elle d'une manière ou d'une autre. Même si rationnellement cela n'avait aucun sens, car Amanda n'avait aucun pouvoir, aucune influence ni capacité à affecter ses relations professionnelles. Mais le sentiment persista tout au long des heures d'insomnie jusqu'à l'aube, une conviction croissante qu'il avait manqué quelque chose de fondamental à propos de son ex-femme, que les 7 années passées ensemble avaient été bâties sur des suppositions qu'il n'avait jamais pris la peine de vérifier, car les vérifier aurait impliqué de considérer qu'elle pouvait être autre chose que ce qu'il avait décidé qu'elle était. Il se leva à 5h30, se rendit à son bureau pendant que Rachel dormait, et commença à rechercher des informations sur Amanda au-delà de la surface dont il s'était toujours contenté, tapant son nom dans les moteurs de recherche et bases de données, avec un désespoir croissant alors que les résultats ne donnaient rien de significatif. Aucun enregistrement commercial, aucun registre immobilier, aucune affiliation corporative qui pourrait expliquer comment elle pouvait coordonner ce qui semblait être une attaque systématique sur chaque aspect de son infrastructure professionnelle. L'absence d'informations était d'une certaine manière plus inquiétante que des informations négatives ne l'auraient été, suggérant soit qu'Amanda était réellement aussi impuissante qu'il l'avait toujours cru, soit qu'elle opérait à un niveau de sophistication laissant aucune trace évidente pour une enquête superficielle. Thomas se surprit à espérer la première explication, tout en suspectant de plus en plus que la seconde pouvait être vraie. Lorsque Maria arriva à 8 heures ce mercredi matin, Thomas avait des cernes sous les yeux et une liste de 14 questions nécessitant des réponses. Des questions sur des sociétés écrans, des fiducies immobilières, des organisations de conservation et des sociétés de recherche en investissement, des questions qui nécessiteraient des enquêteurs professionnels et des comptables judiciaires pour être correctement répondues, mais dont Thomas avait besoin d'informations préliminaires immédiatement, car le sentiment que son monde était délibérément démantelé était passé de suspicion paranoïaque à certitude opérationnelle. Il confia à Maria la mission d'engager la meilleure firme d'investigation de New York, le coût étant secondaire, la rapidité essentielle. Maria passa les appels pendant que Thomas assistait à une réunion avec ses propres avocats pour discuter de la révision du bail, de la restructuration de la ligne de crédit,
de la suspension au country club et de tous les autres incidents apparemment indépendants qui s'étaient accumulés en seulement 3 jours ouvrables. Ses avocats furent professionnellement rassurants, expliquant que ce type de situation se produisait parfois en cycle de révision administrative pouvant sembler coordonné, mais qui était généralement fortuit, que la position financière de Thomas était solide et que sa réputation était intacte, et que toutes ces affaires se résoudraient probablement en sa faveur une fois que les différentes entités examinatrices auraient terminé leur processus et confirmé ce que les avocats de Thomas savaient déjà sur sa solvabilité et son caractère. Thomas voulait les croire, mais ne pouvait se défaire de la conviction que le hasard n'expliquait ni la précision du timing ni l'ampleur de la coordination, que quelqu'un, quelque part, tirait des ficelles invisibles attachées à des systèmes qu'il tenait pour acquis, et que quiconque faisait cela connaissait ses vulnérabilités mieux qu'il ne les connaissait lui-même, ayant identifié des points de pression dont il ignorait l'existence jusqu'à ce qu'une pression y soit appliquée. La firme d'investigation que Thomas engagea livra son rapport préliminaire vendredi matin, 72 heures après la commande de l'enquête, et l'enquêteur principal, David Morrison, demanda une réunion en personne pour discuter des conclusions plutôt que de simplement envoyer le rapport par email, ce qui, selon l'expérience de Thomas, signifiait que les nouvelles étaient soit très mauvaises, soit très compliquées, ou les deux. David arriva au bureau de Thomas à 9 heures, portant un porte-document en cuir contenant 47 pages de documentation, et commença par lui demander combien il savait réellement du passé de son ex-femme avant leur mariage, une question qui avait semblé hors de propos jusqu'à ce que David commence à détailler les découvertes de son équipe. Amanda n'était pas une administratrice en difficulté dans une organisation à but non lucratif lorsque Thomas l'avait rencontrée. Elle était membre du conseil d'administration, opérant sous son deuxième prénom, tout en gérant simultanément un portefeuille immobilier que l'équipe de David avait retracé à travers 6 couches de sociétés avant d'en perdre la trace dans un labyrinthe de structures offshore qui nécessiterait des mois et une coopération internationale pour être entièrement démêlées. Les propriétés que l'équipe de David avait pu relier de manière certaine à Amanda comprenaient l'immeuble où se trouvaient les bureaux de Sterling Capital Management, le parking que Thomas utilisait quotidiennement, le restaurant où il lui avait fait sa demande en mariage 7 ans plus tôt, ainsi qu'environ 60 autres propriétés commerciales et résidentielles à Manhattan seulement, avec des éléments préliminaires suggérant que ses avoirs s'étendaient à au moins 11 autres pays, et probablement davantage qui n'avaient pas encore été identifiés. Thomas avait senti la pièce légèrement vaciller tandis que David continuait à expliquer, d'une voix professionnellement neutre, que la richesse d'Amanda ne se mesurait pas en millions, mais en milliards, voire en milliers de milliards, compte tenu de l'ampleur des biens identifiés et de leur valeur marchande, et qu'elle dirigeait apparemment cet empire depuis la fin de son adolescence à travers des structures corporatives si sophistiquées que l'équipe de David, qui comprenait d'anciens experts comptables judiciaires du FBI, n'avait jamais rien vu de comparable en dehors des fonds souverains ou des opérations des agences de renseignement. David avait également découvert que le Greenfield Conservation Trust, qui triplait le loyer de Patricia, était contrôlé par un conseil comprenant 3 personnes qui avaient fréquenté l'université avec Amanda. Que le country club examinant l'adhésion de Thomas avait récemment reçu une importante donation d'une fondation dont les administrateurs comprenaient la meilleure amie d'Amanda, Jessica Wu, et que la société de recherche en investissement posant des questions sur Sterling Capital Management était en réalité une filiale d'une société de due diligence appartenant à une holding que l'équipe de David soupçonnait sans pouvoir encore le prouver d'être liée au réseau d'entités corporatives d'Amanda. Le schéma était indéniable. Chaque désagrément que Thomas avait subi au cours de la semaine passée pouvait être retracé, à travers divers canaux corporatifs, vers des organisations ayant un lien avec Amanda, soit directement par sa propriété, soit indirectement par ses associés et alliés. Cela suggérait un niveau de coordination nécessitant non seulement une immense richesse, mais aussi une patience stratégique et une connaissance détaillée des vulnérabilités de Thomas. Mais l'information véritablement dévastatrice dans le rapport de David ne concernait pas Amanda. Elle concernait Rachel, dont le passé avait été examiné dans le cadre de l'analyse globale de la situation de Thomas. Rachel Morrison, pas encore Rachel Sterling, puisqu'elle avait apparemment décidé de conserver son nom de jeune fille pour des raisons professionnelles que Thomas n'avait pas jugé utile de questionner, faisait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour fraude financière liée à des délits d'initiés qu'elle aurait orchestrés avec son ancien compagnon à Boston, un gestionnaire de hedge fund nommé Gregory Walsh, qui s'était suicidé 6 mois plus tôt lorsque l'enquête s'était intensifiée, laissant derrière lui des éléments suggérant que Rachel avait été la principale architecte de la stratégie de trading qui leur avait rapporté $7 millions de profits illégaux.
L'enquête progressait discrètement devant un grand jury et devait aboutir à des inculpations dans les 60 à 90 jours suivants. Cela signifiait que Thomas avait épousé une femme qui ferait probablement face à des accusations criminelles fédérales avant même leur premier anniversaire de mariage, des ennuis juridiques qui contamineraient inévitablement sa propre réputation et ses relations professionnelles dès qu'il deviendrait public. David avait remis à Thomas des documents judiciaires scellés que son équipe avait obtenus par des sources que Thomas préférait ne pas connaître. Ces documents montraient que Rachel coopérait avec les procureurs en échange de clémence, fournissant des informations sur d'autres traders et potentiellement préparant de nouvelles cibles, y compris toute personne récente de son entourage travaillant dans la finance qui pourrait devenir un témoin utile, voire un accusé. Thomas avait demandé, d'une voix qui ne lui ressemblait pas, si David pensait que Rachel l'avait épousé spécifiquement pour obtenir des informations à transmettre au procureur. David avait répondu diplomatiquement qu'il ne pouvait pas spéculer sur les motivations, mais que le timing de leur relation débutant quelques semaines seulement après le suicide de Gregory Walsh, qui avait aggravé la situation judiciaire de Rachel, était certainement remarquable, et que Thomas devrait consulter immédiatement des avocats spécialisés en défense pénale pour éviter toute exposition involontaire à une responsabilité légale via des conversations ou des activités professionnelles, auxquelles Rachel pourrait avoir accès. Thomas sentit quelque chose de glacé s'installer dans sa poitrine. Une prise de conscience qui se répandit dans tout son corps comme de l'eau glacée. Il avait été manipulé de manière complète par toutes les personnes de sa vie. Amanda cachait une richesse colossale tandis que Rachel cachait une enquête fédérale. Sa sœur Patricia vivait dans une propriété qu'elle ne possédait même pas tout en donnant des leçons à Amanda sur sa place, et toute sa compréhension du pouvoir, du statut et de l'importance dans le monde reposait sur des fondations désormais révélées comme entièrement fictives. Il congédia David avec l'instruction de poursuivre les investigations et de garder tout cela confidentiel. Mais la confidentialité était déjà compromise, car les questions mêmes de David avaient créé des ondulations dans des réseaux où l'information circulait rapidement entre ceux dont le métier consistait à savoir les choses avant les autres. Le lundi matin, ces ondulations étaient devenues des vagues. Le plus gros client de Thomas avait officiellement retiré son mandat d'investissement, invoquant des préoccupations concernant la stabilité opérationnelle et l'exposition réglementaire de Sterling Capital Management. Il emportait avec eux 40% des actifs gérés par la firme de Thomas, déclenchant des clauses contractuelles permettant à deux autres grands clients de réduire immédiatement leurs allocations sans pénalité. Sa banque transforma l'examen de sa ligne de crédit en une résiliation pure et simple, exigeant le remboursement intégral du solde sous 30 jours, invoquant des changements matériels dans ses perspectives professionnelles qui violaient les conditions d'octroi du crédit. Le Country Club acheva son examen administratif avec une rapidité remarquable et vota la suspension indéfinie de son adhésion, en attendant la résolution des préoccupations liées à son association avec des personnes sous enquête fédérale. Un langage soigneusement formulé pour éviter toute accusation directe tout en marquant clairement leur volonté de se distancer du scandale à venir. Le parking résilia son contrat d'emplacement premium et fit remorquer sa Bentley vers un parking public, tandis que le concessionnaire automobile accéléra l'échéance totale de son prêt, exigeant le paiement immédiat de $270 000 sous 15 jours, faute de quoi le véhicule serait saisi et toute différence restante après revente lui serait réclamée. Patricia appela en pleurant, expliquant que ses avocats lui avaient confirmé que la modification du bail du fonds de conservation était parfaitement légale et que la contester serait inutile. Elle devrait soit payer le montant augmenté, soit quitter la propriété sous 90 jours. Son mari était furieux, car il avait spécifiquement demandé, avant leur emménagement, si la propriété était réellement possédée ou simplement louée, et Patricia lui avait assuré qu'elle était possédée, car elle n'avait jamais pris la peine de vérifier l'arrangement fiduciaire qu'elle avait hérité. Les propres avocats de Thomas l'informèrent que la révision du bail de ses bureaux s'était conclue par la décision de Meridian Holdings de ne pas renouveler, donnant à Sterling Capital Management 30 jours pour quitter les lieux conformément aux clauses de résiliation que les précédents avocats de Thomas avaient acceptées sans apparemment les lire attentivement. Son assureur en responsabilité professionnelle envoya un avis indiquant qu'il examinait sa couverture en vue d'un éventuel non-renouvellement en raison de facteurs de risque accrus, notamment des plaintes de clients et des enquêtes réglementaires dont Thomas ignorait tout, mais qui existaient apparemment dans des bases de données surveillées par les compagnies d'assurance. Le journaliste de Forbes qui avait écrit le portrait flatteur de Thomas 2 mois plus tôt appela pour demander un commentaire sur des rumeurs selon lesquelles Sterling Capital Management connaissait des difficultés financières et des défections de clients. Des rumeurs qui devenaient des prophéties autoréalisatrices,
car chaque nouvel article ou publication sur les réseaux sociaux au sujet des ennuis de Thomas poussait davantage de clients à reconsidérer leur relation avec sa société. Rachel avait quitté l'appartement mardi, laissant un mot expliquant qu'elle avait besoin d'espace pour régler des affaires personnelles et qu'elle resterait chez des amis le temps de réfléchir à la suite. Un langage que Thomas comprenait très bien. Cela signifiait qu'elle quittait le navire avant qu'il ne coule complètement, emportant avec elle toutes les informations qu'elle avait pu recueillir sur le fonctionnement de son entreprise pour les utiliser dans des négociations avec les procureurs fédéraux, qui seraient très intéressés par toute preuve supplémentaire de violation des lois sur les valeurs mobilières à ajouter à leur dossier. Thomas avait essayé de l'appeler 17 fois ce jour-là, laissant des messages de plus en plus désespérés, lui demandant d'expliquer ce qui se passait, ce qu'elle avait dit aux enquêteurs, et si elle l'avait un jour réellement aimé ou si toute leur relation n'avait été qu'une stratégie pour se rapprocher de quelqu'un du milieu financier qu'elle pourrait ensuite impliquer dans des activités illégales. Mais Rachel n'avait pas répondu, et finalement son téléphone avait été coupé, signe qu'elle avait obtenu un nouveau numéro spécialement pour éviter ses appels. Patricia avait cessé de lui parler après qu'il lui avait suggéré que peut-être son traitement envers Amanda avait contribué à leur situation actuelle, que publiquement humilier une femme qui contrôlait apparemment d'immenses richesses et réseaux d'affaires avait été stratégiquement stupide, indépendamment du fait que ce soit moralement répréhensible. Patricia avait hurlé que c'était en quelque sorte sa faute à lui d'avoir épousé quelqu'un de si inférieur à leur famille qu'elle avait dû recourir au terrorisme financier pour se sentir importante. Une logique absurde, mais dont Patricia avait besoin pour éviter d'examiner son propre rôle dans le désastre qui les engloutissait tous les deux. Au jeudi de la deuxième semaine, Thomas avait perdu son bureau, son adhésion au country club, sa voiture, son assurance professionnelle, 60% des actifs de ses clients, et sa femme la nouvelle, qui n'avait tenu que 19 jours avant de l'abandonner. Pas la précédente, celle qu'il avait laissée dehors dans la neige, qui, apparemment, orchestrait sa destruction à distance sans jamais lui adresser la parole ni faire de déclaration publique sur ce qu'il lui avait fait. Ses clients restants retiraient leurs fonds méthodiquement, tandis que la nouvelle se répandait dans les réseaux professionnels que Sterling Capital Management s'effondrait. Les employés qu'il avait embauchés mettaient à jour leur CV et répondaient aux appels de concurrents ravis de récupérer les talents d'une entreprise manifestement en chute libre. Son comptable l'avait informé que, sans les revenus de son hedge fund, sa situation financière personnelle était en réalité précaire. Malgré sa richesse apparente, la majorité de son patrimoine était immobilisée dans des investissements illiquides et des participations impossibles à convertir rapidement en liquidité. La combinaison du prêt automobile accéléré, des frais juridiques, et de la nécessité de trouver immédiatement de nouveaux locaux allait épuiser ses réserves dans un délai de 60 à 90 jours, à moins qu'il ne parvienne à stabiliser sa clientèle, ce qui semblait de plus en plus improbable, chaque jour apportant son lot de départs et de nouvelles rumeurs d'enquêtes réglementaires qui n'existaient même pas, mais que tout le monde croyait réelles parce que suffisamment de gens agissaient comme si elles l'étaient. Le coup final tomba vendredi, lorsque Thomas reçut un avis de résiliation du bail de son appartement, le domicile qu'il avait partagé avec Amanda et qu'il n'occupait désormais plus avec personne depuis la fuite de Rachel. Les propriétaires de l'immeuble annonçaient une transformation en copropriété, obligeant tous les locataires à quitter les lieux sous 60 jours. Son avocat en immobilier lui expliqua que cette conversion était presque certainement fictive, car un tel projet nécessitait des années de préparation et des autorisations réglementaires complexes, pas une annonce soudaine avec un préavis de 60 jours. Mais la résiliation du bail restait légalement valable, car Thomas avait signé un contrat permettant la rupture pour rénovation avec un préavis de 60 jours, une clause standard à laquelle il n'avait jamais prêté attention, n'ayant jamais imaginé qu'elle serait utilisée contre lui. Son avocat confirma que contester la décision serait coûteux et inutile, les propriétaires étant parfaitement dans leurs droits. Thomas demanda alors qui possédait l'immeuble. 2 jours plus tard, la réponse tomba, l'immeuble appartenait à une LLC du Delaware, contrôlée par un trust aux îles Caïmans, géré par une banque suisse représentant des bénéficiaires protégés par plusieurs couches de confidentialité nécessitant des décisions de justice et une coopération internationale pour être percées. Mais, au vu des circonstances et du timing, son avocat soupçonnait fortement que la propriétaire ultime était Amanda, ou quelqu'un agissant pour son compte. Ce soir-là, Thomas comprit enfin toute l'ampleur de ce qui s'était passé. Assis dans un appartement qu'il devait quitter sous 58 jours, sans aucun endroit où aller car son crédit avait été détruit par l'enchaînement des audits financiers et résiliations. Sa réputation professionnelle était ruinée par les rumeurs d'enquêtes réglementaires. Son mariage avec Rachel l'exposait à une possible responsabilité pénale.
Et toute possibilité de reconstruire sa vie avait été méthodiquement éliminée par une femme qui avait passé 7 ans mariée avec lui, tout en dissimulant un pouvoir qu'il n'avait jamais soupçonné. Il l'avait laissé dehors dans la neige à 7 mois de grossesse. Il avait divorcé pour épouser une femme sous enquête fédérale. Il avait laissé sa sœur l'humilier publiquement lors d'une fête de Thanksgiving devant 200 personnes, du vin versé sur sa robe et des insultes lancées en public. Et Amanda n'avait répondu ni par les larmes, ni par la colère, ni par des poursuites judiciaires. Elle avait simplement démantelé, avec méthode, chaque structure sur laquelle sa vie reposait, à travers des circuits d'affaires et des relations professionnelles qu'il ignorait qu'elle contrôlait, sans jamais lui parler ni faire la moindre accusation publique. Techniquement, tout ce qu'elle avait fait, c'était exercer ses droits légaux de propriétaire et d'investisseuse, d'une manière qui avait coïncidé avec sa destruction totale. Thomas passa 3 mois à dormir dans sa voiture après l'expulsion, puis 2 mois dans un refuge pour sans-abri après avoir dû abandonner le véhicule pour rembourser le prêt. Son hedge fund fut dissous, ses licences professionnelles suspendues, et toute tentative de retrouver du travail bloquée par sa réputation détruite. Patricia perdit son domaine dans le Connecticut. Rachel fut inculpée de 17 chefs d'accusation de fraude financière. Thomas fut interrogé 2 fois par le FBI. Il aperçut Amanda une seule fois pendant ces mois. Elle descendait d'un SUV noir, vêtue d'un manteau élégant qui valait probablement plus que tout ce qu'il possédait encore. Sa grossesse touchait à sa fin. Elle le regarda droit dans les yeux, lui qui se tenait au coin de la rue avec un panneau en carton demandant de l'aide. Elle soutint son regard exactement 3 secondes, sans triomphe ni pitié, simplement la reconnaissance de son existence, et de la conséquence d'avoir laissé quelqu'un dehors dans la neige. Puis elle se détourna et entra dans un immeuble que Thomas comprit, avec une certitude glaciale, qu'elle possédait probablement. Et il resta là, dans le froid, comprenant enfin que la personne qu'il avait toujours considérée comme simple et dépendante avait été, depuis le début, la force la plus puissante de sa vie. Et que son incapacité à reconnaître cette vérité, jusqu'au moment où elle avait décidé de la révéler, lui avait absolument tout coûté.